Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon récréative dont le but est d'arriver à la dérivée énième d'une composée et à la formule de Faddeev. Bon, on connaît tout sur les dérivées, mais je vais rappeler ce que c'est que les dérivées successives, je vais rappeler leurs propriétés, je vais rappeler les Leibniz et la dérivée énième d'une fonction réciproque. Donc, rappel. Dans cette leçon, j'ai U qui est un U vert de E égale ROC, et F une fonction de U vers grand F qui est ROC. Pour n appartenant à n, on définit Fn, dérivée énième de F, de la façon suivante. Par convention, F0 c'est F. Si Fn existe et si Fn est dérivable, alors Fn plus 1 est égal à la dérivée de Fn. Donc en fait, si Fn, pour que Fn plus 1 existe, il faut que Fn existe et soit dérivable. Conséquence, si Fn existe, alors Fkm existe, quel que soit k appartenant à n, vérifiant k entre 0 et n. En effet, Fn existe, donc Fn-1 existe, mais à ce moment-là, Fn-2 existe, etc. C'est une récurrence descendante que je ne fais pas tellement elle est évidente. Si f est dérivable, f1 est égal à f' dérivé de f, f c'est f0, et si f' est dérivable, f2 c'est la dérivée de f'. Alors la note f seconde. On a toujours Fn qui va de U vers F. Et si Fn existe, on dit qu'elle est n fois dérivable ou qu'elle a une dérivée d'ordre n. On a vu qu'à l'heure, elle est k fois dérivable, quel que soit k entre 0 et f. Propriété, si Fn plus 1 existe, alors la f' admet une dérivée d'ordre n et la dérivée d'ordre n est égale à Fn plus 1. C'est vrai pour n égale 0. Si f1 existe, alors ça veut dire que f' existe, donc f'0 existe, bien sûr. Hein, et f'0 c'est f', et donc c'est f1. Et donc j'ai bien cette forme. Supposons le résultat vrai à l'ordre n, supposons que fn plus 2 existe. Donc fn plus 1 existe, et fn plus 2 c'est la dérivée, on sait par définition, de fn plus 1. L'hypothèse de récurrence nous dit que f'n à ce moment-là existe et que fn plus 1 c'est la dérivée énième de f'. Donc fn plus 1 prime, ça va être la dérivée énième de la dérivée de la dérivée énième de f'. La dérivée de la dérivée énième, c'est la dérivée d'ordre n plus 1, donc qui existe. F' a une dérivée d'ordre n plus 1. Et fn plus 2, fn plus 2 c'est égal à ça, c'est égal à ça, et donc c'est égal à f' n plus 1. Voilà, donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. On a la réciproque. Si f' a une dérivée d'ordre n, alors fn plus 1 existe. Démonstration, pour n égale 0, f'0 existe, donc f' existe, donc f1 existe. Supposons le résultat vrai à l'ordre n, et supposons que f'n plus 1 existe. Alors f'n existe, donc fn plus 1 existe. Et donc si fn plus 1 existe, d'après ce qu'on a vu avant, on a fn plus 1 qui est égal à la dérivée d'ordre n de f'. À ce moment-là, la dérivée n plus 1 de f', ça va être la dérivée de la dérivée énième de f'. Autrement dit, la dérivée de la dérivée fn plus 1. D'accord? Donc ça veut dire que fn plus 2 existe. Donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 2. Et d'après le théorème de récurrence, il est toujours vrai. On a toujours f qui va de grand U vers grand F, PQ des antinaturels, n égale P plus Q. Si Fn existe, alors Fpm qui existe, il existe parce que P est inférieur ou égal à n, a une dérivée d'ordre Q, et Fn est égal à la dérivée d'ordre Q de Fp. Si Fp existe et si Fp a une dérivée d'ordre Q, alors Fn existe, on a toujours n égale P plus Q, et est égal à la dérivée d'ordre Q de Fp. La première par récurrence sur n, si n est égal à 0, il n'y a rien à dire, parce qu'à ce moment-là, P est égal à Q est égal à 0, et donc F0 qui a une dérivée d'ordre 0, et ça c'est trivial, quoi. C'est égal à F partout. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, et que Fn plus unième existe, et que n plus unième est égal à P plus Q. On a soit PQ est égal à 1n, soit PQ égale N1, soit on est dans un autre cas. Alors, si c'est égal à n,
Bah, ça veut dire que f' existe, qu'il a... Bon, bah, comme fn plus 1 existe, f' va avoir une dérivée énième, et sa dérivée énième est égale à fn plus 1. Donc ça me fait bien f' à l'ordre n qui est égal à fn plus 1. Donc j'ai bien la p, si vous voulez, c'est 1, et q est égal à n, donc c'est vrai. Et là c'est pareil, pour p égale n et puis q égale 1, je dis que fn a une dérivée d'ordre 1, et fn' c'est égal à fn plus 1, et donc fn' égale fn plus 1, ça marche encore. Sinon, on est dans ce cas-là, je pose q égale k plus 1, où k est supérieur ou égal à 1. n plus 1 égale p plus q, donc n égale p plus k. L'hypothèse de récurrence implique que g km est égal à f nm, où g est égal à f pm. Fn plus 1 est égal à fn' est égal à gk prime. Donc gk plus 1 existe. Donc gk plus 1 c'est q existe. Gq existe. Donc et fn plus 1 est égal à g k plus 1 est égal à g à la puissance q. Enfin gqm quoi. Et donc le g je le remplace, c'est fpq. C'est-à-dire que là, j'ai démontré que fp, c'est-à-dire g, a une dérivée d'ordre q. Voilà, c'est ça qui est important. Donc c'est vrai à l'ordre n plus 1, par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Et puis la deuxième, je la démontre en faisant une récurrence sur q. Pour q égale 0, bah, fpm existe, fp0 existe, égale fp est égal à fn, parce que n est égal à p plus 0. Supposons que ce soit vrai à l'ordre q, et supposons que fpm existe. Et que fpq plus 1 existe. Alors fpq existe, et fpq plus 1 c'est fpq prime. Mais par l'hypothèse de récurrence, fpq existe, ça implique que fp plus q existe, qui est égal à fpq. Donc fp plus q prime va être égal à la dérivée de fpq, c'est-à-dire à fpq plus 1. D'accord? Et donc le résultat est vrai à l'ordre, je sais plus, q plus 1, voilà, hein, parce que là j'ai démontré, que c'est la 2, hein, donc la 2, la 2, hein. J'ai démontré que si f p existe et que fp q plus 1 existe, alors f à la puissance p plus q plus 1 existe. C'est ça que j'ai démontré. F de P plus Q plus 1 existe et qu'il est bien égal à ça. Donc la propriété est vraie à l'ordre Q plus 1 et d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Fonction de classe Cn, n appartenant à n, on dit que f est de classe Cn si f a une dérivée d'ordre n qui est continue. On dit que f est de classe C infinie si f est indéfiniment dérivable, c'est-à-dire qu'elle est de classe Cn quel que soit n. F de classe C0, ça équivaut à dire que f est continue. F de classe C1, ça équivaut donc à dire que f est dérivable et que sa dérivée est continue. Soit f de classe Cn, alors f est de classe Ck quel que soit k entre 0 et n. Et pour k entre 0 et n, fk est de classe Cn-k démonstration. Fk existe, on le sait, et si k égale n, alors on est f et Cn par hypothèse, et si k est inférieur à n, fk plus 1 existe, parce que k plus 1 est inférieur ou égal à n. Donc ça veut dire que fk est dérivable, donc continue, donc f et ck. Et petit 2, fk existe, et on a cette relation fkn-k est égal à fn, continue, donc fk est bien de classe Cn-k. Rappel, si f et g sont deux fonctions dérivable, alors f fois g est dérivable et la dérivée est égale à f'g plus fg'. Et pour la composition, avec des bonnes hypothèses, si f et g sont dérivables, g rond f est dérivable, g rond f, la dérivée de g rond f est égale à f' multiplié par g' rond f. On voit là que si en plus fg sont de classe C1, f' est continu, g est continu, f est continu, donc ça c'est continu, donc f fois g est de classe C1, et puis là, pareil, d'accord? Troisième, u et f de u vers f, tel que f de x n'est jamais nul, quel que soit x appartenant à u, alors 1 sur f est dérivable, et sa dérivée est égale à moins f' sur f2.
bah là on voit que si f est de classe C1, f' est continu et f est continu puisque dérivable, et donc ça va être continu, et donc 1 sur f est C1. Rappel, I est un intervalle ouvert de R, f de I vers R est dérivable, dont la dérivée ne s'annule jamais, quel que soit x appartenant à I. Donc f est injectif, sinon il existerait A et B dans I, tel que f de A égale f de B, comme f est dérivable, en appliquant le théorème de Rolle, on trouverait C tel que f' de C est égal à 0, ce qui est vide puisqu'on a supposé que f' ne s'annulait pas. Donc f est strictement croissant, et n'est pas, donc f est injective, donc comme elle est continue, elle est strictement croissante ou strictement décroissante, et réalise une bijection de I vers J, qui au passage est un intervalle ouvert. F est continu car dérivable, donc G égale f moins 1 est continu. Strictement monotone dans le même sens, ça c'est des résultats qu'on a déjà prouvés, que f et J est un intervalle ouvert, de plus f moins 1 est dérivable, et G' de x est égal à 1 sur f' en f moins 1 de x, quel que soit x appartenant à J. Tout ça, ça a déjà été démontré. Donc G' dans le chapitre sur la dérivation. Donc G' est égal à 1 sur f' rond G, c'est-à-dire je peux écrire ça 1 sur f' rond G, pareil. Alors évidemment, si f est de classe C1, ça veut dire que f' est continu, donc ça ne s'annule pas, 1 sur f' est continu, et comme G est continue, puisqu'on vient de dire qu'elle était dérivable, hein, eh bien la composée de continu c'est une fonction continue, et donc je vois que G' est continu, et donc ça veut dire que G est de classe C1. Voyons la formule de Leibniz, déjà vue dans le cours sur la dérivation. Leibniz, grand philosophe, immense philosophe allemand, et grand mathématicien aussi. On est à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, au balbutiement du calcul différentiel, et Leibniz invente des notations et trouve des formules. Fg ayant des dérivées d'ordre n, alors f fois g a une dérivée d'ordre n donnée par cette formule, dite formule de Leibniz. Et qui nous montre en plus que si f et g sont de classe Cn, bah ça va être continu, ça sera toujours continu, et donc f fois g sera de classe Cn. Démonstration par récurrence, si n égale 0, bah, il n'y a rien à faire. Supposons que 1 soit vrai à l'ordre n. Alors pour tout cas, eh bien ça c'est continu et ça c'est continu. Ça c'est dérivable et ça c'est dérivable parce que k va être strictement k et n-k vont être strictement inférieurs à n plus 1 vu qu'ils se baladent entre 0 et n, et qu'on a supposé que fn plus 1 et gn plus 1 existent. Hein, on est dans une récurrence. Donc ça c'est dérivable, et sa dérivée, bah, ça va être la somme des dérivées. Il faut dériver ça, donc ça nous fait ça. D'accord? Et je sépare en deux sommes. Je sors le k égale n, donc il va rester la somme de 0 à n-1 des k parmi n, f, k plus 1, gn moins k, plus, et là je sors le terme en 0, donc il va rester somme de k égale 1 à n de k parmi n, f, k, g, n plus 1 moins k. Là je fais un petit changement de variable en posant g égale k plus 1, donc ça c'est transformé en ça. Bon bah ça donne ça, ça donne ça, celui-là j'y touche pas. Et puis comme ça j'ai deux fois la somme de k égale 1 à n, hein, si je remplace maintenant j par k, et là ça me fait k moins 1 parmi n, et donc j'ai ça en fait. Plus ça évidemment. Et là, triangle de Pascal, j'ai k parmi n plus 1. Et donc je vais avoir ça, parce que celui-là, bah, c'est fn plus 1, g 0, et n plus 1 parmi n plus 1 qui fait 1. Puis celui-là, c'est quand k vaut n plus 1, et donc, ouais, alors je me suis peut-être trompé. Non, quand k vaut 0, donc c'est 0 parmi n plus 1 qui fait 1, f0, g n plus 1, donc ça fait bien ça. Voilà, donc la formule est vraie à l'ordre n plus 1, car théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Remarque, si je considère la fonction x donne 1 sur x,
prise sur E moins 0. Alors, elle est C infini. Alors, je n'ai pas parlé de C infini, ben, je le définis ici. C infini, c'est évidemment Cn, quel que soit n. Et Fn de x est égal à moins 1 puissance n, n factoriel sur xn plus 1, quel que soit x appartenant à E moins 0. Démonstration par récurrence. Pour n égale 0, f0 c'est f, c'est 1 sur x, et donc bien égal à ça, et c'est continu, donc c'est 0. Pour n égale 1, f' de x, on le sait, c'est moins 1 sur x2, et donc je peux écrire comme ça, c'est continu car x2 est continu, donc f est C1. Supposons vrai à l'ordre n, ben j'ai fn de x qui est donc égal à ça, et comme ça c'est dérivable, je vais pouvoir dériver fn est dérivable, et sa dérivée est égale à moins 1 puissance n factoriel n, et là je prends la dérivée de xn plus 1, donc moins n plus 1 x puissance n sur x puissance n plus 1 au carré, le moins se rajoute à celui-là, le n plus 1 à celui-là, et ici j'ai 2n plus 2 qui se simplifie avec n, ça fait n plus 2. Et ça c'est bien continu parce que xn plus 2 est continu, et donc f est de classe Cn plus 1, et là le résultat est vrai à l'ordre n plus 1, et donc j'applique le théorème de récurrence, et j'en déduis que c'est toujours vrai. Dérivée énième de la composée g rond f de deux fonctions n fois dérivables. On a un ouvert u de e égale ROC, un ouvert v de f égale ROC, g c'est ROC, et f va de u vers v. Donc on a ça. Et g va de v vers v. On suppose que f a une dérivée d'ordre n, que g a une dérivée d'ordre n. Alors, g rond f a une dérivée d'ordre n, et de plus, si f et g sont de classe Cn, g rond f est de classe Cn. Voilà, et ceci, quel que soit n appartenant à n. Et quelles que soient les fonctions qui vérifient les conditions, hein. C'est-à-dire aller de u vers v et de v vers g. Démonstration, c'est vrai à l'ordre 0, bah f0ième c'est f, par convention, hein. G0ième c'est g, g rond f0 c'est g rond f qui existe, et de plus, si f et g sont de classe C0, ça veut dire que f et g sont continus, et donc g rond f, on le sait, est continu, donc de classe C0. Alors voilà, c'est évident aussi, si f et g sont dérivables, g rond f est dérivable, et on sait que la dérivée de g rond f, c'est f' multiplié par dérivée de g rond f. fg, alors si fg, donc là c'est gagné, hein, on a déjà démontré ça. Si fg sont C1, ça veut dire que f est continu, que g' est continu, donc g' rond f va être continu, que f' est continu, et donc que le produit va être continu. Et comme le produit est égal à g rond f, ça veut dire que g rond f' est continu, donc que g rond f est de classe C1. Supposons le résultat vrai à l'ordre n supérieur ou égal à 1, et prenons fg tel que f admet une dérivée d'ordre n plus 1, et g aussi. fg est dérivable, donc g rond f est dérivable, et la dérivée de g rond f, c'est ça. Maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire que g étant d'ordre a une dérivée d'ordre n plus 1, donc g' a une dérivée d'ordre n. Et f admet une dérivée d'ordre n plus 1, donc aussi une dérivée d'ordre n. Donc g' rond f va avoir une dérivée d'ordre n. Donc ça existe. Alors la récurrence, parce que la récurrence, là je l'ai appliquée, elle s'applique à deux fonctions quelconques qui vérifient les conditions de l'énoncé. Là je ne l'ai pas appliquée à f et g, je l'ai appliquée à f et g'. Alors maintenant, f a une dérivée d'ordre n plus 1, donc f' admet une dérivée d'ordre n, d'accord? Donc f' a une dérivée d'ordre n, g' rond f a une dérivée d'ordre n. Donc le produit a une dérivée d'ordre n d'après la formule de Leibniz. Donc, ça existe. Mais ça c'est égal à g rond f. Donc g rond f' a une dérivée d'ordre n. Ça veut dire que g rond f n plus 1 existe. Et donc ça veut dire que g rond f a une dérivée d'ordre n plus 1. De plus, si f et g sont de classe Cn plus 1, à ce moment-là, je vais avoir g' f qui sont Cn, d'accord? Donc g' rond f est de classe Cn d'après l'hypothèse de récurrence. Et par ailleurs, f', je m'appuie là-dessus,
est de classe Cn, donc d'après Leibniz, produit d'une fonction de classe Cn par une autre de fonction de classe Cn, j'obtiens une fonction de classe Cn. Ça veut dire que G rond f' est de classe Cn, d'accord? Et donc G rond f est de classe Cn plus 1. Donc la propriété est démontrée à l'ordre n plus 1, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, et donc la propriété est démontrée. Dérivée successive de l'inverse, on a une fonction f définie sur l'ouvert u de R ou C, qui arrive dans R ou C, et qui ne s'annule pas sur u. Si f admet une dérivée énième, alors 1 sur f aussi, et si f est de classe Cn, alors 1 sur f aussi. Démonstration considère la fonction 1 sur x, et on remarque que 1 sur f est égal à u rond f. Alors cette fonction 1 sur x est de classe C infinie, un et fn existent, donc u rond f n existe. Donc 1 sur f a bien une dérivée d'ordre n. Et si f est de classe Cn, comme u est Cn, on va avoir u et f qui sont Cn, et donc 1 sur f qui est égal à u rond f va être Cn. Deuxième, f un intervalle i de R, et donc f défini sur un intervalle i de R, donc la valeur de j, dérivable, dont la dérivée ne s'annule jamais. J'en ai déjà parlé, f est une bijection strictement monotone de i vers l'intervalle j égale f de i, et tel que, et je sais que g égale f moins 1 est continu sur j, strictement monotone, dans le même sens que f. Bon. Si la dérivée énième de f existe, alors celle de f-1 existe. Si f est de classe Cn, alors f-1 est de classe Cn. Démonstration par récurrence sur n, supérieur ou égal à 1. Donc g égale f-1, on sait qu'elle est continue. Si n est égal à 1, on sait que g' existe, est égal à f' rond f-1, c'est-à-dire 1 sur f' rond f-1, c'est-à-dire 1 sur f' rond g. Bon, donc là c'est déjà gagné pour la première partie. Et si f est de classe C1, f' est continu, donc 1 sur f' est continu. Et comme g est continu, 1 sur f' rond g est continu, donc f va être, 1 sur f va être de classe C1. Supposons le résultat vrai l'ordre n, et supposons que fn plus 1 existe. Donc f' a une dérivée d'ordre n. f' ne s'annule pas sur i, on sait que son inverse, 1 sur f' a une dérivée d'ordre n. Grâce à l'hypothèse de récurrence, Gn existe, et donc G' est égal à 1 sur f' rond g. Donc 1 sur f' a une dérivée d'ordre n, parce que c'est l'inverse d'une fonction f' qui est d'ordre n et qui ne s'annule pas, d'accord, et 1 sur f', donc, et g a une dérivée d'ordre n aussi. Donc ici, on voit que G' a aussi une dérivée d'ordre n, ce qui veut dire que Gn plus 1 existe. Voilà. Et de plus, dans cette égalité, on voit que si f est de classe Cn plus 1, f' va être de classe Cn, d'accord? Donc ici, j'ai de la classe Cn, G aussi, et donc je vois que G' est de classe Cn, d'accord? Et donc ça veut dire que G est de classe Cn plus 1, voilà. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Donc on va en arriver à la formule de Fadi-Bruno qui permet de calculer, mais en fait on ne l'utilisera jamais, la dérivée énième de la composée de deux fonctions. Alors François Fadi-Bruno, c'est d'abord, il a une vie très remplie, parce qu'il a d'abord été militaire, officier de l'armée italienne, mais avant la création de l'Italie, c'est-à-dire à l'époque de la première guerre d'indépendance de l'Italie. Puis ensuite, il a été en France, à Paris, suivre des cours de mathématiques et de physique, donc ça a été un scientifique. Et il a eu comme professeur notamment Louis-Augustin Cauchy, à la Sorbonne, et c'est peut-être là qu'il a trouvé sa formule. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui était très dévoué, qui était très pieux, et qui s'intéressait aux gens pauvres, aux femmes qui étaient en difficulté,
Alors il a participé à la création d'un certain nombre d'œuvres, il en a fondé d'ailleurs lui-même. Il a fondé la congrégation des Sœurs Minimes de Notre-Dame du Suffrage à Turin, et ça s'invente pas, hein. Et l'œuvre de Sainte Zita, toujours à Turin, consacrée aux femmes, avec c'est des bâtiments avec une école, avec des ateliers, avec des infirmières, etc. J'ai pris ça sur Wikipédia parce que je ne connaissais pas, hein, ce monsieur-là. Et puis il fait partie des membres fondateurs de l'œuvre des écoles d'Orient, qui s'intéresse aux chrétiens d'Orient. Il y avait déjà des problèmes à l'époque. Et puis, du coup, il a été prêtre à 51 ans et béatifié par le pape Jean-Paul II. Voilà. Donc quelqu'un qui a eu une vie bien remplie. Donc, Chéron F, la dérivée de Chéron F, c'est ça. Je mets en haut combien de fois ça apparaît, les puissances. La dérivée de seconde, ça va obtenir en dérivant ça. Donc je dérive d'abord ça. Ça va faire f', g seconde rond f, et le f' vient avec celui-là. Et puis ensuite je dérive ça. Puis là je recommence. Donc, par exemple, quand je dérive ça, ça fait un f' de plus, donc ça fait ça. Ensuite, quand je dérive ça, ça fait 2 f', f seconde, avec ça. Et quand je dérive ça, ensuite, ça fait du g seconde en f, mais il va y avoir un f' en plus. Et puis enfin, ça fait ça. Bon. Alors là, les coefficients, je les ai mis. 3, 1, 1, voilà. Et déjà, bon, je ferai la remarque après. Après, je redérive ce truc-là. Bon, j'ai envie de vous laisser faire, hein. Donc ça fait ça, il y a un f' de plus à chaque fois, après je dérive ça, donc ça fait ça, après je dérive ça, ça fait un G3 en f, et il y a un f' de plus, hein. Et puis ensuite je dérive ça, donc quand je dérive ça, ça se fait même en 2 fois, hein, parce qu'il va y avoir du f seconde, f tierce, et puis du f seconde, c'est-à-dire du f seconde au carré, puis il va y avoir. Oui, parce que j'avais en plus ici, j'avais mis ces deux-là ensemble, hein. Donc le coefficient c'était 3. Voilà. Donc j'ai dit du f seconde au carré, puis du f', f tierce. D'accord. Et puis après je dérive ça. Bref, alors regardons bien ce qui se passe. C'est que la somme des coefficients qui apparaît sur le truc, là, c'est toujours égal à ce qu'il y a au-dessus du giron f. Par exemple ici, 4. Hein, 4. Ici, 1 et 2, 3. 1 et 2, 3. 2, 2. 1 et 1, 2. Ici, ça me fait 1 et 1, 2. 1. D'accord. Et c'est vrai ici, regardez. 3, 3. 2, là j'ai 1 et 1, 2. 2, j'ai 1 et 1. D'accord. Et puis là, ça apparaît qu'une fois, donc c'est 1. Okay. Voilà. Et puis, autre chose, plus important presque, c'est que, vous allez comprendre le jeu, peut-être commencer par le 4, non, je commence ici. Allez, tant pis, soyons fous. 1 fois 3 égale 3. Donc pour le moment, ça ne vous dit pas grand-chose. J'admets que ça ne vous dit pas grand-chose. Ici, j'ai ici, pardon. J'ai 1 fois 1, d'accord, plus 2 fois 1, ça fait 3. Ici, j'ai 3 fois 1, ça fait 3. Bref, à chaque fois, ça fait 3, d'accord. Je recommence ici. Ça va être plus facile à comprendre maintenant, hein. J'ai 1 fois 4, voilà, ça fait 4. Ici, j'ai 1 fois 2. Et ici, j'ai 2 fois 1. Donc 1 fois 2 plus 2 fois 1, ça fait 4. Ici, j'ai 1 fois 2. Et là, j'ai 2 fois 1. Ça fait 4 encore. Ici, j'ai 2 fois 2. Ça fait 4. Ici, j'ai 1 fois 1. Et j'ai 3 fois 1. Ça fait 4 encore. Et puis là, enfin, j'ai 4 fois 1 qui fait 4. Bref, les termes sont des termes comme ça, d'accord, avec des puissances de FIM. La somme des pays est égale à K, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
Et la somme des IPI, c'est ce que je viens d'expliquer, toujours égale à n. Les pays appartiennent à ça. Avec un seul terme en f énième qui est g' rond f fois f puissance n, c'est le dernier terme. Et le terme de plus haut degré dans cette opération, c'est toujours le premier, celui qui a le plus de f'. Et c'est gn rond f multiplié par f' à la puissance n, pour n appartenant à n. Je note en, l'ensemble des n uplés, qui vérifie somme des kpk est égale à n. Si p appartient à en, je note sp, la somme des pk, et p, le produit de 1 à n des fi à la puissance pi. J'ai donc, ça va être la formule de Di Bruno. C de Fa Di Bruno, je devrais dire. G rond f énième est égal à une somme de coefficients un de p, qu'on déterminera après, avec G qui est dérivé un certain nombre de fois égal à la somme des pays qu'il y a ici. D'accord? Voilà. Et donc, je peux écrire ça, somme des un de p, alors pour p appartenant à un, bien sûr, G à la puissance, bah ça c'est SP, hein, d'accord? Et puis ça, c'est le produit à la puissance p. Un de p, bah, c'est un entier naturel qui est indépendant de f et g. Alors si je prends les EN, là, dans le premier cas, il n'y a que E1 c'est 1, d'accord? Et le coefficient c'est 1 aussi, puis la somme c'est 1. Si je prends ici par exemple, alors ici par exemple, la somme ici ça fait 2, ici la somme ça fait 1. U2 de P ici, quand je regarde les coefficients ici, c'est 1 et 1. E3, alors E3 c'est un peu différent parce que il y a 1 comme coefficient, mais il y a 3 au milieu, puis il y a 1. D'accord? Celui-là, c'est 3. U3 de P est égal à 3. Mais les deux autres, c'est 1. D'accord? Ici, la somme, c'est 3. La somme, c'est 2. La somme, c'est 1. Et puis, je recommence. Alors, pour ici, par exemple, celui-là, il apparaît 6 fois avec SP qui est égal à 3. SP égale 4, il apparaît qu'une fois. Celui-là, il apparaît qu'une fois. Celui-là, il apparaît 3 fois. Donc, U4 de P est égal à 3 avec un SP qui est égal à 2. Celui-là, il apparaît 4 fois avec un SP qui est égal à 2. Et on va continuer après, on va démontrer ça par récurrence. Remarque, si n est supérieur ou égal à 2 et que P appartient à en, la somme des kpk est égale à n. Si Pn est différent de 0, alors qu'est-ce qui peut se passer? Pn va être multiplié par n. Donc, il faut absolument qu'il soit égal à 1 pour qu'on obtienne n. Et à ce moment-là, il faut que les autres pk, eux, soient égaux à 0. Et deuxième cas, si Pn est égal à 0, on remarque que somme de 1 à n des kpk est égale à somme de 1 à n moins 1 des kpk. Alors maintenant, on va démontrer la formule. On a vu qu'elle était vraie aux ordres 1, 2, 3, 4. Supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n supérieur ou égal à 4 et que fn plus 1, gn plus 1 existe. On sait déjà que g rond f a une dérivée d'ordre n plus 1. Évidemment, elle va être obtenue. Alors, on a supposé ça comme hypothèse de récurrence, et donc on va dériver cette expression-là. Donc, il faut dériver ça en laissant ça, et puis laisser ça en dérivant ça. Donc, ça nous donne ça. Alors, si je regarde celui-là, il peut s'écrire finalement, G il augmente d'un cran. Et puis, j'ai f', j'ai un f' en plus qui va rentrer. Il y avait déjà f' à la puissance P1, ça va être 1 plus P1. Les autres, ils ne vont pas changer. D'accord? Donc, j'obtiens ça en posant Qn plus 1 est égal à 0. Et puis, Q1 qui est égal à 1 plus P1, puis Q2 égale P2, Q3, etc. Et donc la somme des QI, ça va être, il y a le premier qui a augmenté d'un, donc ça fait 1 plus SP. Et puis la somme des IQI, le premier vaut ça, les autres ils ne changent pas, le dernier vaut 0, donc je trouve que ça fait N plus 1. Alors maintenant, il y a ceux-là. Alors ceux-là, il faut faire pi. Il faut dériver ça. Hein. C'est-à-dire qu'on conserve ce truc-là, mais on dérive. Alors ça, la dérivée de ça, c'est la somme des... Il faut en dériver 1 sur les n, donc on fait varier, somme de j égale 1 à n,
Et si on dérive le fj à la puissance pj, ça fait faire pj multiplié par la dérivée de fj, c'est-à-dire fj plus 1 multiplié par fj à la puissance pj moins 1, puisqu'on dérive, si vous voulez, une fonction u à la puissance n, ça fait n u' un moins 1. D'accord? Alors je conviens de poser quand même que, au cas où... parce que là-dedans, il ne faut pas oublier que les pays, il peut y en avoir des nuls, on en a vu dans les cas précédents. Hein. Donc je pose que si PJ est égal à 0, ben, je pose que ça existe quand même et que c'est égal à 0, comme ça je suis tranquille avec l'écriture. Bon, ben, je vois que ça c'est une somme de WJ, et parmi ceux qui m'intéressent, alors il y a deux cas distingués, suivant que J est égal à N ou inférieur à N. S'il est inférieur à N, je me retrouve avec ça. D'accord? Alors, c'est-à-dire que le PJ, là, je vois bien, il a diminué d'un cran, hein, le FJ, donc il est à PJ-1 maintenant, et par contre, il y en a un qui augmente d'un cran. Okay, donc ça veut dire que le QJ, là, ça va être ça, et le QJ plus 1, ça va être ça. Et donc j'ai un produit comme ça, de FI à la puissance QI. Alors je pose QN plus 1 est égal à 0, et j'ai la somme de 1 à N plus 1 des QI, qui est égale à la somme des 1 PI plus ce dernier qui est égal à 0, et il y en a un qui augmente d'un, puis l'autre qui diminue d'un, ça ne change pas la somme. Et pour ce qui est des sommes des IQI, eh bien, quand I est différent de J et de PI, et de J plus 1, bah, c'est la somme des IPI. Et puis après, bah, il y a J qui lui, maintenant, avant c'était JPJ, maintenant c'est J facteur de PJ-1. Avant c'était J plus 1, PJ plus 1, mais maintenant c'est J plus 1 facteur de 1 plus PJ plus 1. Et donc finalement, quelle est la différence? Ça va être moins J plus J plus 1, c'est-à-dire que j'ai rajouté 1. D'accord? Et donc ça me fait 1 plus cette somme-là, donc ça fait encore N plus 1. Voilà. Et puis maintenant il y a le cas J égale N. Bon, en fait c'est pareil, sauf que là ça rajoute un terme, ça rajoute celui-là et ça diminue le terme qui était en N. Hein. Donc Qn plus 1 va être égal à 1, là il n'est plus égal à 0. Et puis le Qn, lui, il est égal à Pn moins 1 en fait. Et donc si je fais la somme des QI, ben, c'est la somme des PI plus l'avant-dernier plus dernier, ça ne change pas la somme. Et si je fais la somme des IQI, bon, bah, ça fait ça. Et là, par contre, qu'est-ce que ça fait? Moins n plus 1, bah, ça fait n plus 1. Voilà. Donc, dans tous les cas, on a bien la somme des k QK de 1 n plus 1 qui est égale à n plus 1. Dans le premier cas, on a la somme des QK de 1 à n plus 1 qui est égale à 1 plus la somme des PK de 1 à n. Et dans les autres cas, la somme de 1 à n plus 1 des QK est égale à la somme de 1 à n des PK. Ok? Voilà. Et G rond F, la dérivée n plus 1 est une somme de termes qui sont comme ça. Voilà. Plus des termes qui sont comme ça. Où Q s'exprime en fonction de P. Alors maintenant, ce qu'il faut que je vérifie, c'est que quand P décrit En, Q décrit entièrement En plus 1. Ajoutons à notre hypothèse de récurrence que la dérivée énième de G rond F contient un terme comme ça, c'est-à-dire avec ça. Ce qui est vrai pour 1, 2, 3, 4. En dérivant, on a bien un terme comme ça. De même, si on rajoute à l'hypothèse de récurrence que G rond F, N, contient un terme comme ça, ce qui est vrai là aussi pour 1, 2, 3, 4, on voit qu'en dérivant, on a un terme comme ça. Voilà. Posons maintenant Q est égal à Q1 jusqu'à Qn plus 1 appartenant à N plus 1. Si Qn plus 1 est égal à 1, on a vu que Q est égal à ça, et on sait que G rond F à la dérivée N plus 1 contient un terme comme ça qui provient de la dérivation de ça, avec P qui est égal à ça. Donc, SP est égal à SQ est égal à 1. Si Qn plus 1 est égal à 0, eh bien la somme des KQK est égale à n plus 1, donc la somme des KQK de 1 à n est égale aussi à n plus 1, et la somme de 1 à n plus 1 des QK est égale à la somme de QK de 1 à n. Si Q1 est différent de 0, eh bien ça provient de la dérivation de ça, avec P1 égale Q1 moins 1. PK égale QK pour les autres. Donc SP va être égal à ça, bon bah c'est SQ moins 1, c'est pas étonnant, on l'a démontré ça tout à l'heure, hein. SQ était égal à SP plus
Et sinon, on est dans ce cas-là, il existe K entre 1 et N. On va peut-être que QK est différent de 0, même si Q1 d'ailleurs est égal à 0. Et donc ça provient de la dérivation de ça. Et on a SP égale SQ, je vite parce que ça a été fait avant, sinon tous les QK sont nuls pour K supérieur à 1. Et donc on se retrouve avec Q est égal à ça, mais en fait là on retrouve le cas où Q1 est différent de 0. Simplement c'est le cas particulier où tous les QK pour K supérieur à 1 sont nuls, et donc ça provient de façon unique de la dérivation de ça. Bon, conclusion. Pour tout Q appartenant à En plus 1, il existe P appartenant à N, tel que G dérivé SQ rond F multiplié par PQ provient de la dérivation de G dérivé SP rond F fois QP. Et on savait que pour tout P appartenant à N, la dérivation de ça donnait un terme comme ça au Q appartenant à N plus 1. Donc on voit qu'il y a une correspondance. P appartenant à En donne Q appartenant à En plus 1. Et qu'elle est surjective. Quand P décrit entièrement En, Q décrit entièrement En plus 1. La propriété qu'on a vue là est donc, et qui contient un terme comme ça et un terme comme ça, est donc vraie aux ordres 1, 2, 3, 4, et elle est héréditaire, parce que quand on suppose ça vrai, on a l'autre avec N plus 1, avec Q, enfin je l'ai appelé Q, mais on peut l'appeler P, qui décrit En plus 1. Voilà. Et donc elle est héréditaire, et par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. On a vu que la dérivée d'ordre n de G rond f est égale à ça. On va s'intéresser au coefficient et montrer donc qu'il est égal à ça. Voilà. Alors c'est vrai si P est comme ça, parce qu'il n'y a qu'un terme à ce moment-là, qui est celui-là, et dnp, ben, ça fait ça. Voilà. Donc je vous laisse n factoriel n sur dnp fait 1, et puis c'est bon. Et puis c'est vrai aussi dans ce cas-là, pour les mêmes raisons. Là, il n'y a qu'un terme qui est comme ça, et là, dnp va être égal à ça, donc ça fait. Montrons par récurrence, si n est égal à 1, bah, sur n est égal à 1, bah, c'est évident, hein, je vous laisse lire, il n'y a rien à faire. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, quel que soit p appartenant à n, et supposons que f et g est des dérivés d'ordre n plus 1, soit p appartenant à n plus 1, si p1 est égal à n plus 1, on est dans ce cas-là, d'accord? Ou si pn plus 1 est égal à 1, on est dans ce cas-là, et dans ce cas-là, on sait que le résultat est vrai. Sinon, p1 différent de n plus 1, Pn plus 1 est égal à 0. Alors, 1 sous K, c'est quand P1 est différent de 0. À ce moment-là, on sait que ça apporte une contribution à la dérivée en prenant Q comme ça. D'accord? Et dn de Q, à ce moment-là, c'est facile de voir, il y a une multiplication par P1, donc ça fait dn plus 1 de P sur P1. Et donc Un de Q va être égal à factoriel n P1 sur dn plus 1 de P. Et sinon, bah, il y a un J supérieur à 1 tel que PJ est différent de 0. Prenons n'importe quel K supérieur à 1 tel que PK soit différent de 0. Ça va provenir de la dérivation de ça, où Q est défini comme ça. D'accord? Tout ça, je vais vite parce que ça a déjà été vu. Donc la dérivée, je ne dis pas que c'est égal, je dis que ça va nous donner ça. D'accord? dn plus 1 de P est égal à ça. Là, je sépare les K, K-1, K, puis du reste. Et donc ça peut s'écrire comme ça. Et là, je vois apparaître 1 plus QK, K factoriel sur QK-1, parce que je vois bien qu'il manque QK-1 là dans le factoriel. Et puis là aussi, il en manque un, K-1 factoriel DNQ. D'accord? Alors QK-1, c'est 1 plus PK-1, il est différent de 0. J'ai le droit d'écrire ça. dn plus 1 de P va être égal à K. Donc, parce que je simplifie, K, 1 plus QK sur QK moins 1 dnQ égale KPK sur QK moins 1 dn de Q. Donc, UN de Q va être égal à factoriel n sur dn de Q. Ah oui, et 1 sur dn de Q, je vais passer de l'autre côté, ça fait factoriel n KPK sur QK moins 1 dn plus 1 de P. Alors, j'ai UN de P qui va être égal à la somme de tous les termes que j'ai trouvés avant. Donc il y a celui-là qui est valable quand P1 est différent de 0, mais cette formule-là reste vraie si P1 est égal à 0. Donc je laisse, plus ça. D'accord?
pour les cas supérieurs à 1, tous les cas supérieurs à 1, tels que pk est différent de 0. Et donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire ça. D'accord? Alors ce crochet, bah, c'est la somme de 1 à n des k pk, et comme pk n plus 1 est égal à 0, c'est même la somme de 1 à n plus 1. Et donc ça fait n plus 1. Donc un plus 1 de p est égal à n plus 1 fois ça, c'est-à-dire factoriel n plus 1 sur dn plus 1 de p, terminé. D'accord? De plus, grâce à 2 qui est là, dn plus 1 de p est égal à ça. Et là, je prends là-dedans le factoriel, le qk-1 factoriel, d'accord? Qui simplifie avec ça. Il va rester ça. Là-dedans, il n'y a que des nombres entiers. Et je peux le faire, hein, parce que pk-1 il est supérieur. Ça, c'est pk-1 qui est supérieur ou égal à 0. Donc je vois que c'est donc un entier, puisque j'ai supposé que dn de q était entier. Donc dans les autres cas, bah, c'est ça, les autres cas, bah, j'ai démontré que dn plus 1, dans ce cas-là, il était égal à 1. Donc conclusion, la propriété est toujours vraie à l'ordre n. C'est-à-dire, j'ai à la fois la formule et à la fois le fait que ça appartienne à n. D'accord? Et en plus, au départ, c'était vrai à l'ordre 1, 2, 3, 4. Donc d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Donc on a toujours un de p qui est égal à factoriel n sur dn de p, et en plus, ça appartient à n. En conclusion, f, g qui ont des dérivées d'ordre n, la dérivée énième de g rond f existe, et la formule nous donne ça. D'accord? Qu'on peut aussi écrire comme ça. Les exposants PI, ils sont sur les i factoriels. Bon, il est assez facile de programmer le calcul des coefficients et de retrouver tous les termes qu'on a dans EN. Alors je l'ai fait sur un programme que je vais vous montrer tout de suite, écrit en Python. Donc je pars de n égale 2, puis ensuite je passe au stade suivant, d'accord, qui correspond, je vous laisse vérifier, formule qu'on avait déjà démontrée, et on retrouve les coefficients en face de chaque configuration. Et après vous allez voir, il y a le 4, etc. etc. Et comme ça, on peut aller très très loin et on calcule. C'est assez rapide, hein, tous les coefficients les uns après les autres. En appliquant quelle méthode? Bien, on part par exemple pour aller de là à là, 2, j'augmente, d'accord? Je le diminue, j'augmente le suivant, donc 1, 1, d'accord? Et puis là, 0, 1, le dernier, je sais que j'ai juste à faire ça. De celui-là, je passe à 4, hein, et je passe aussi en diminuant et en augmentant le suivant, je passe à celui-là. Avec 1, 1, 0, ben, c'est pareil, je diminue et j'augmente, donc je vais avoir le 0,2, d'accord? Et puis je vais avoir celui-là, je diminue et j'augmente, 1, 1, 1. Non, 1, 0, 1, pardon, 1, 0, 1. Et puis le dernier, ben, je l'augmente, enfin j'en rajoute un, voilà. Et là, les coefficients sont ceux-là. Donc voilà le programme en question écrit sur Python. J'ai une fonction factorielle, une fonction dérive, une grosse fonction dérive qui permet de passer de l'ordre n à l'ordre n plus 1. Donc au départ, là, j'ai pris n égale 2. Donc là, j'ai tous les couples qu'on trouve dans E2. Hein. Donc c'est En, je rappelle, c'est la somme des K PK qui doit être égale à N, d'accord? Et donc la boucle que j'ai dessous, là, va me permettre de passer à l'ordre 3, puis là, ici, à l'ordre 4, puisque j'ai demandé à l'ordre 4. Voilà, d'accord? Et donc, quand je fais fonctionner, eh bien, je vais me retrouver dans la console. Donc là, je vous montre un petit peu. Au départ, avec les termes qui sont dans E3. Donc, regardez la console, ça se passe en bas. E3, coefficient 1, coefficient 3, coefficient 1. Puis ensuite, j'ai tous les termes de 4. Et puis chacun avec son coefficient. Puis ensuite, là, en fait, j'étais plus... Je vous montre un autre où j'avais demandé d'aller jusqu'à 12. Donc après, j'ai tous les termes qui sont dans E5 avec leur coefficient, d'accord? Vous voyez, là, par exemple, il y a le coefficient 22.
Et puis comme ça, bah, je peux aller beaucoup plus loin, hein. Je vais très très loin. Là, je suis rendu, je sais plus, à E7, peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, hein, avec des coefficients qui sont tout de suite beaucoup plus importants. Voilà. Donc je vous remontre le programme rapidement, le programme en Python. Donc le voici. Eh ben, vous le demanderez en PDF ou en .py si vous le voulez, parce que je ne sais pas les mettre sur YouTube.